Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Emmanuel Macron compte s'impliquer dans les européennes et demande à son Premier ministre Gabriel Attal un engagement maximum. Il le dit ce matin dans la tribune du dimanche. C'est la preuve quoi, d'une panique, d'une inquiétude au sommet de l'État? Non, c'est la preuve d'une conviction. Celle de la majorité, celle du président depuis sa campagne de 2017, de l'importance des enjeux européens et du fait qu'on est tous derrière Valérie Ayé et derrière cette envie de bâtir encore une Europe au profit des citoyens et des Français. Mais vous trouvez, vous, que Gabriel Attal ne s'est pas suffisamment investi aujourd'hui? Il était au meeting de Lille, il a réuni un comité politique autour de la campagne la semaine dernière. Il est aussi Premier ministre, mais je me souviens d'Édouard Philippe en 2019, qui a fait beaucoup de meetings, qui a fait beaucoup de réunions. Je l'avais à mes côtés quand j'étais tête de liste, et je sais que Gabriel Attal fera la même chose. Il a déjà prévu d'être en meeting à plusieurs reprises avec Valérie. Avec un débat aussi qui se prépare face à Jordan Bardella, au RN Jordan Bardella. Vous savez quand il aura lieu ce débat ? Non, je ne le sais pas, et sinon je vous le dirai. Mais ce sera un moment décisif, un tournant dans la campagne. Comment vous envisagez ce moment ? Écoutez, c'est un moment important, intéressant, parce que quand on voit Jordan Bardella qui se projette déjà avec peut-être un petit peu de fébrilité, lui, comme un futur Premier ministre, ça va pouvoir... De fébrilité, vous dites ? Oui, moi je l'ai trouvé au débat qu'on a eu la semaine dernière entre Valérie Ayé et Jordan Bardella. J'ai trouvé Valérie Ayé très solide, très bonne, très convaincue, très convaincante, et Jordan Bardella très tendu, voire agressif. Qu'est-ce que ça apporte ce genre de débat face au RN ? Ça permet de savoir ce qu'il pense, parce que pour le moment, moi je ne le sais pas. Si vous me demandiez ce que c'est que le projet du RN pour les européennes, je serais incapable de vous répondre. Ils ont changé d'avis très souvent, il y a beaucoup de démagogie dans leur position et ils font campagne en étant extrêmement silencieux. Ça solidifie votre base, mais est-ce que ça vous apporte vraiment des électeurs ? Est-ce que vous arrivez à convaincre peut-être des abstentionnistes à ce moment-là ou des électeurs qui votent RN par défaut ? Écoutez, les gens qui votent RN aujourd'hui, je ne vais pas aller les chercher. Mais en revanche, le premier parti de France, c'est l'abstention. Hélas, aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de Français qui pensent que les européennes ne les concernent pas. Alors c'est à nous de rappeler ce que nous avons fait, les promesses que nous avons tenues depuis 5 ans et ce que nous voulons faire. Demain, le programme de la majorité sera diffusé. Et pourquoi c'est important pour toutes les catégories de la population, les urbains, les ruraux, les jeunes, les moins jeunes, de s'impliquer pour ces élections européennes qui les concernent tous. Pardon Nathalie Loiseau, vous n'avez pas répondu à Victoria Coussa. Pourquoi ne pas aller chercher les électeurs du RN ? Parce que quelqu'un qui a décidé avec certitude qu'il veut voter pour le RN, il est probablement très loin de nous. Et de ce que nous proposons. Mais vous ne pensez pas qu'il y a peut-être aussi une incompréhension de votre politique depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qu'il y a peut-être du travail de pédagogie à faire ? Alors je déteste ce mot de pédagogie, parce que c'est un mot descendant, donc condescendant. L'explication, oui. Rendre des comptes, oui. Dialoguer, écouter aussi. Moi, c'est ce que je fais en permanence, parce qu'en écoutant, on apprend. La pédagogie, ça a l'air de dire qu'il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Ou peut-être des gens qui ne comprennent pas parce qu'on leur explique mal aussi. Alors, bien sûr qu'il y a des choses dont on n'a pas assez parlé. Collectivement, le on nous concerne peut-être tous les trois autour de cette table. Peut-être qu'on ne parle pas beaucoup d'Europe. Peut-être que... Moi, je le vois dans les réunions publiques que je fais. Très souvent, quand je dis, voilà, les promesses que je vous avais faites comme tête de liste, il y a 5 ans, elles ont été tenues. Souvent, des gens qui viennent à mes réunions me disent, on ne le savait pas. Bon, c'est un petit peu un constat d'insuffisance de notre côté. Quand on sait justement que le vote RN sert parfois à punir votre politique, la politique d'Emmanuel Macron, qu'il soit sur la fiche de campagne aux côtés de Valérie Ayé, est-ce vraiment une bonne idée ? Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un effet repoussoir pour les gens ? Je pense que, au contraire, ça dit quelque chose de très profond et de très juste. C'est que si nous avons tenu des promesses pendant 5 ans et si nous sommes capables d'en tenir à nouveau dans l'avenir, c'est parce que nous marchons sur 2 jambes. Notre groupe au Parlement européen, il est puissant, il est influent. Et Emmanuel Macron, en Europe, il est puissant, il est influent. Nous sommes les seuls à pouvoir tenir ce que nous promettons. Tous nos adversaires... promettent des châteaux en Espagne. Qu'est-ce qui dit que quoi que ce soit qu'ils promettent sera réalisé ? Rien. En revanche,
Quand nous avons dit que nous allions réguler le numérique, nous l'avons fait. Quand nous avons dit que nous allions nous atteler au changement climatique, nous l'avons fait. Donc c'est une bonne chose que Emmanuel Macron soit sur l'affiche de campagne. C'est une réalité, c'est-à-dire que voter pour notre liste, c'est voter pour des choses qui vont vraiment avoir lieu. Avant de parler de la liste justement et de votre candidature, on voudrait avoir votre réaction sur ce geste d'Éric Zemmour hier en déplacement à Ajaccio. Le patron du parti d'extrême droite Reconquête visé par un jet d'œuf. Il s'en est pris ensuite à une femme en la frappant par derrière. Éric Zemmour dénonce les intimidations de l'extrême gauche. Il est victime ? Il a peur d'un œuf et il frappe une femme. Voilà ma réponse. Vous trouvez ça démesuré ? Ah bah complètement. Entre ces actions, les jets de peinture sur Raphaël Glucksmann en milieu de semaine, vous avez le sentiment qu'il y a une montée de tension en ce moment là ? Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle et je la déplore profondément. Moi, j'ai fait campagne en 2019. Elle était aussi violente en 2019 que... On était en pleine crise des Gilets jaunes. J'ai certains meetings qui ont été empêchés. Ça m'a permis de découvrir le bonheur des meetings en plein air quand des salles de meeting étaient occupées par des Gilets jaunes. C'est-à-dire empêcher de s'exprimer, empêcher de faire vivre normalement la vie démocratique. Je le déplore à chaque fois, quelle que soit la personne qui est visée. Mais je déplore aussi le geste totalement disproportionné de frapper une femme qui était maîtrisée. Venons-en maintenant à votre liste dont les 30 premiers noms viennent d'être dévoilés. Le programme sera présenté demain. La majorité présidentielle entre enfin en campagne. Vous êtes, vous, numéro 5 sur la liste. Il était temps de lancer cette campagne. Vous étiez impatiente ? J'étais impatiente. Alors moi j'étais déjà en campagne depuis un moment, mais les militants sur le terrain avaient des fourmis dans les jambes. Ils sont heureux qu'il y ait une liste, et une belle liste, de gens convaincus, de gens compétents, de gens qui ont de l'expérience et qui sont cohérents. Il n'y a pas d'opportunistes, il n'y a pas de passagers clandestins. C'est aussi une liste d'union. Il y a 5 partis qui se sont réunis, 4 de la majorité présidentielle, plus l'UDI qui n'est pas dans la majorité, mais qui considère que sur l'Europe, nous sommes les seuls à pouvoir faire ce que nous disons. Donc oui, les militants ont des fourmis dans les jambes. Moi aussi, j'ai déjà fait 9 déplacements. J'en ai beaucoup qui sont prévus. Et une belle liste, un très beau programme qui sera dévoilé demain. La campagne, c'est maintenant. Vous étiez tête de liste en 2019, vous l'avez dit, vous êtes sur la 5e place. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui a joué contre vous ? C'est pas ce qui a joué contre moi, c'est ce qui a joué pour la majorité, c'est d'avoir, si j'ose dire, l'embarras du choix. Vous auriez pu être 3e. Écoutez, on a travaillé entre partis de la majorité, c'est pas un secret. C'était compliqué justement de travailler cette liste, la cohabitation entre partis de la majorité, on sent que c'est un peu difficile. Non, c'est pas ça qui a été compliqué. Je crois que c'est pas un secret. Du côté de Renaissance, il y avait beaucoup de sortants qui voulaient revenir et beaucoup de têtes nouvelles qui voulaient entrer. Et ça s'appelle faire entrer un édredon dans une valise. Mais sur la place et la proportion entre Renaissance, le MoDem, Horizon, le Parti radical, l'UDI, ça, on s'était mis d'accord tout de suite. Et en réalité, je savais depuis le début quelle était ma place sur la liste. J'ai attendu que la liste soit publique par correction pour mes colistiers. Et on va justement reparler de cette liste, de ses ambitions pour l'Europe dans quelques instants sur France Info. Nathalie Loiseau, vous restez avec nous. On vous retrouve après le Fil Info à 8h40 avec Claire Chekalini. Xi Jinping à Paris dès cet après-midi. Le président chinois entamera demain une visite d'État en France pour 2 jours. Une venue dénoncée par les Ouïghours et les Tibétains notamment. Ils organisent chacun une manifestation dans la capitale aujourd'hui. Poursuite des pourparlers au Caire entre Israël et le Hamas alors que l'État hébreu a de nouveau frappé Rafah hier. Bilan 32 morts selon le ministère de la Santé de l'organisation terroriste. Et conséquence du conflit en France, plus de 8 juifs français sur 10 déclarent craindre davantage une agression antisémite depuis le 7 octobre. Résultat d'une enquête de l'IFOP réalisée pour une association juive américaine. Le quartier des Baudottes à Sevran sous haute surveillance cette nuit. La CRS 8 a été déployée après la fusillade de la veille. Un homme a été abattu et 4 autres personnes blessées. Aucune interpellation pour l'instant. La lumière enfin au bout du tunnel pour Atos. Le spécialiste informatique doit être un des piliers technologiques des JO de Paris. Ses créanciers proposent de refinancer une grande partie de ce géant de la cybersécurité. Atos dont la dette se monte à près de 5 milliards. France Info. Le 8-30 France Info, Victoria Coussard, Benjamin Fontaine. On est de retour sur France Info avec Nathalie Loiseau, eurodéputée Horizon, 5e sur la liste de la majorité présidentielle aux européennes. Quand on regarde justement cette liste de plus près, le journaliste Bernard Guetta, spécialiste des questions internationales, passe avant Pascal Canfin, artisan du Green Deal, du Pacte Vert. C'est donc l'international qui passe maintenant avant l'écologie, vous l'assumez ? Non, tout compte.
Il n'y a personne qui est sur la liste et qui ne compterait pas la réindustrialisation, le numérique, l'international, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je construis la défense européenne depuis 5 ans. Le Green Deal compte évidemment, il est totalement assumé. Symboliquement, c'est juste que maintenant l'international passe avant l'écologie. Symboliquement, j'étais numéro 1, je suis numéro 5, Pascal Canfin était numéro 2, il est numéro 4. Ça ne veut juste rien dire. Tout le monde est là. Il y a beaucoup de sortants qui reviennent parce qu'ils ont convaincu, parce qu'ils sont convaincants. Prime à la loyauté aussi ? Évidemment, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui vous aurait été déloyal, ça c'est absolument clair. Plutôt que de faire rentrer des nouveaux. 15 euros à l'expérience, qui sont à l'expérience, ça compte beaucoup au Parlement européen. C'est une manière de faire de la politique qui est assez différente de la politique nationale. Et donc l'expérience, la réputation qu'on a au Parlement européen, ça compte aussi beaucoup. La dynamique compte aussi. On voit Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique, grappiller des points et monter et talonner Valérie Ayé. Ça vous inquiète, cette progression ? Ce que je vois, c'est à peu près ce qui s'est passé avec Yannick Jadot en 2019. Et c'est un peu les vases communicants au sein de la gauche. En 2019, la liste de Raphaël Glucksmann était assez bas et celle des écologistes était assez haut. Aujourd'hui, on voit à peu près le contraire. Moi, je me concentre. Yannick Jadot n'était pas aussi haut en 2019 dans les intentions de vote que Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Mais vous savez, il y a les intentions de vote et puis il y a le jour du vote. Et c'est les Français qui décident qui seront les députés européens et quels seront leurs scores. Ce n'est pas les sondages. Moi, je me concentre sur ce que nous avons à faire, sur ce que nous avons à dire, sur les gens qui ne savent pas encore s'ils vont voter. Vous avez vu, dans tous les sondages, l'abstention est à plus de 50%. Et dans tous les sondages, il y a un certain nombre d'indécis chez un certain nombre de partis politiques. Ça veut dire que rien n'est joué. Le président chinois Xi Jinping atterrit ce soir à Paris pour une visite d'État demain et mardi. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faut maintenir le dialogue afin d'avoir avec quelqu'un qui a le soutien de la Russie et de l'Iran et qui soutient la Russie et l'Iran ? Alors, cette année, on célèbre les 60 ans de la reconnaissance de la République populaire de Chine par la France. Nous avions été le premier pays occidental à le faire. Il faut évidemment parler avec la Chine. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine aussi. Nous avons la dissuasion nucléaire, la Chine aussi. Nous avons une vision du monde et nous voulons le faire savoir avec beaucoup de courtoisie, mais aussi sans complaisance à la Chine. Et ce que je trouve important dans la façon dont Emmanuel Macron va recevoir Xi Jinping, c'est que, comme il l'avait déjà fait il y a quelques années, il fait venir la présidente de la Commission européenne. C'est-à-dire que la Chine, quand elle parle avec nous, elle sait qu'elle parle à l'ensemble des Européens. Justement, c'est ce qui nous renforce. Emmanuel Macron veut que la France et l'Union européenne incarnent ensemble une puissance d'équilibre face à la Chine. Mais comment rééquilibrer les choses face à une puissance qui a aujourd'hui la main ? Comment peser face à la Chine, que ce soit économiquement ou diplomatiquement ? Alors d'abord, si nous voulions peser seuls, un pays européen seul ne pourrait pas peser face à la Chine. Même la France. Et tous ceux, quel que soit ce pays, même l'Allemagne, et tous ceux qui vous racontent que le meilleur moyen de protéger nos intérêts économiques, c'est de nous replier sur une dimension nationale, oublient la réalité du monde d'aujourd'hui. Ensuite, depuis plusieurs années, nous nous sommes dotés, j'allais dire, d'une armure progressive vis-à-vis de très grands pays comme la Chine ou les États-Unis, qui ont un comportement commercial très affirmé. Aujourd'hui, nous avons lancé au niveau européen une procédure anti-dumping s'agissant des voitures électriques chinoises, parce que nous savons qu'il y a un certain nombre de produits fabriqués en Chine qui bénéficient de subventions. Aujourd'hui, nous demandons aussi la réciprocité. Par exemple, l'accès au marché public chinois. Les Chinois ont accès à nos marchés publics. Ça ne peut avoir lieu que si nous avons accès aux leurs. Nous voulons aussi, et nous avons déjà obtenu, une politique commerciale européenne qui empêche toute forme de coercition par rapport à un État européen, par exemple exercé par la Chine. La Chine, c'est ce qu'elle fait en venant aussi nous rendre visite. Elle a peur d'une guerre commerciale, elle a peur de la sortie de la naïveté européenne. Elle aura en face d'elle des Européens courtois mais déterminés à se faire respecter. On sait que les discussions économiques sont évidemment très liées aux discussions politiques. Est-ce que vous pensez que les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'envoi potentiel de troupes au sol en Ukraine pourraient braquer son homologue chinois ?
Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la Chine a beaucoup de complaisance avec la Russie. Elle a parlé d'un partenariat sans limite avec la Russie. L'Union européenne a déjà sanctionné des entreprises chinoises parce qu'elles contribuent à l'armement de la Russie. Nous allons continuer à avoir ce dialogue parce que la Chine se présente comme un pays de stabilité et de respect de l'ordre international. Et comment peser justement sur la Chine pour parler avec la Russie sur ce dossier ukrainien? Il faut mettre la Chine face aux réalités. Aujourd'hui, on voit la Russie, pays doté de l'arme nucléaire, qui brandit la menace nucléaire, j'allais dire, à tort et à travers, qui est allié avec un Iran qui veut absolument avoir l'arme nucléaire. Ce n'est pas l'intérêt de la Chine, de même que ça n'est pas l'intérêt de la France. Est-ce que la Chine va laisser éternellement la Russie déstabiliser l'ordre international, ou est-ce que la Chine va peser de son poids pour essayer de ramener la Russie à la raison? Emmanuel Macron tente cette voie diplomatique avec la Chine. On ne peut que l'appuyer, et ceux qui le critiquent sont toujours ceux qui sont entrés dans des oppositions, j'allais dire, de posture. Moi, j'ai connu pendant des années, et j'étais diplomate, une France où la politique étrangère ne faisait pas de polémique, parce qu'on considérait que notre pays était plus fort quand on était tous derrière la politique étrangère du gouvernement. Ce déplacement choque plusieurs associations humanitaires. La communauté ouïghour en France estime qu'Emmanuel Macron lui donne une gifle, que recevoir le dirigeant chinois, c'est l'encourager à poursuivre ses crimes contre cette minorité musulmane opprimée en Chine, enfermée dans des camps de travail. Vous comprenez cette émotion au niveau des droits de l'homme? D'abord, en tant que parlementaire européenne, j'ai beaucoup soutenu la communauté ouïghour et tous ceux qui subissent la répression de la part du régime chinois. Nous avons donné le prix Sakharov à Ilham Tohti, précisément une des grandes figures des Ouïghours. Nous avons refusé de ratifier un projet d'accord de promotion des investissements avec la Chine, précisément à cause du travail forcé. Nous avons voté l'interdiction de l'importation en Europe de produits issus du travail forcé. Donc nous sommes totalement cohérents. Et je relève que le président de la République, dans son interview à la Tribune dimanche, a dit très clairement qu'il parlerait des droits de l'homme avec son homologue chinois, mais porte fermée. Merci beaucoup Nathalie Loiseau d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Info. Merci Victoria Coussa. Cette interview est à retrouver en intégralité en vidéo sur franceinfo.fr.